Dans le village d'Imbre, tout le monde se préparait à accueillir un roi. Les tambours résonnaient, les chants montaient dans le ciel, et une banderole géante proclamait fièrement « Bienvenue à notre fils milliardaire ». Mais lorsque le SUV noir s'arrêta enfin, ce n'était pas un prince qui en descendit. C'était un homme en haillons. Un homme méconnaissable. Un homme que personne ne voulait revendiquer. Ce jour-là, avant même que quelqu'un ne prononce un mot, la fierté d'un père, la réputation d'un chef et l'unité d'un village entier se brisèrent comme du verre. Car Jérôme de La Fontaine, l'homme que tout le monde avait glorifié, l'homme dont l'argent avait bâti des maisons, payé des écoles et nourri des familles, revenait, en pauvre. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cet instant était un test. Un test qui allait révéler les vrais visages. Un test qui allait détruire des réputations, briser un père, et changer le destin d'Imbre pour toujours. Et quand la vérité éclatera, c'est tout un village qui regrettera de ne pas avoir regardé au-delà des haillons. Le jour où Jérôme de La Fontaine descendit du SUV vêtu de haillons, tenant à la main un vieux sac de voyage élimé, fut le jour où la fierté de son père se brisa en 1000 morceaux irréparables. La place du village d'Imbre était décorée comme pour le retour d'un roi. Des palmes bordaient la route poussiéreuse. Les femmes, en tenue traditionnelle assortie, avaient répété des chants de bienvenue. Le chef de La Fontaine avait personnellement supervisé la banderole tendue à l'entrée du village. Bienvenue à notre fils bien-aimé, Jérôme de La Fontaine, la fierté d'Imbre. Pendant 3 mois, le chef de La Fontaine n'avait fait que se vanter. À chaque réunion des anciens, à chaque rassemblement du village, à chaque enterrement, à chaque mariage, il trouvait un moyen de mentionner son fils, le milliardaire, celui qui avait réussi en Amérique, celui dont l'argent avait construit la plus belle maison d'Imbre, un manoir couleur crème aux hautes grilles et à la fontaine qui rendait les autres chefs verts de jalousie. Quand mon Jérôme reviendra, disait le chef de La Fontaine, la poitrine gonflée, ce village sera transformé. Il construira des routes, il amènera des investisseurs. Souvenez-vous de mes paroles, Imbre deviendra une ville grâce à mon fils. Ces vantardises lui avaient valu quelque chose de précieux. Le conseil avait voté pour lui attribuer le titre de prochain président du conseil traditionnel, une position de pouvoir et de respect, tout cela à cause du fils dont il prétendait qu'il changerait tout. Mais maintenant, alors que le SUV noir s'arrêtait à mi-chemin du village et que Jérôme marchait vers la maison de son père, l'air lui-même semblait se figer. Les vêtements qu'il portait semblaient tirés d'un tas d'ordures. Sa chemise avait des trous, son pantalon était taché et effiloché au bord. Le vieux sac de voyage qu'il traînait derrière lui était du genre que les marchands utilisaient pour porter des ignames. Ses cheveux étaient hirsutes, son visage émacié, ses yeux creux. Les tambours s'arrêtèrent net. Les voix des chanteuses s'éteignirent dans leur gorge. La foule rassemblée, plus de 300 personnes, resta dans un silence stupéfait et étouffant. Le sourire du chef de La Fontaine s'effondra. Sa femme, Marguerite, porta une main à sa bouche, les larmes déjà aux yeux. Les 2 sœurs de Jérôme, Adèle et Camille, qui avaient revêtu leurs plus beaux atours et répété leur danse de bienvenue, restèrent figées, leurs visages déformés par la confusion et l'horreur. Jérôme avança, ses pantoufles usées crissant sur la terre rouge. Il tenta de sourire, mais ce ne fut qu'une grimace brisée. « Papa, c'est moi, je suis rentré. » Le chef de La Fontaine recula d'un pas, comme si son fils était porteur d'une maladie. Le geste était infime, mais devant tout le village, c'était un rejet plus retentissant que n'importe quel mot. « Quoi, qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda le chef de La Fontaine d'une voix tremblante, non d'émotion mais de rage et d'humiliation. Ses yeux se portèrent vers les autres chefs debout à proximité, leurs visages déjà crispés en sourires à peine dissimulés. Marguerite se précipita, mais s'arrêta avant de l'embrasser. « Jérôme, mon fils, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Adèle et Camille se mirent à pleurer, non des larmes de joie, mais des larmes de dévastation. Leur frère, celui qui leur avait promis de les faire venir à l'étranger, qui leur avait envoyé des photos de ses voitures de luxe et de son Penthouse, se tenait devant elle, semblable à un mendiant. La voix de Jérôme était faible, presque apaisante. « J'ai été expulsé. J'ai tout perdu. Mais je suis à la maison, maintenant. C'est ce qui compte, non. » Les mots tombèrent comme une grenade. Quelqu'un dans la foule rit. Puis un autre. Puis les rires se propagèrent comme une traînée de poudre, cruelle et moqueur. Les chefs qui s'étaient rassemblés, le chef Orlan, le chef Néo et le chef Ulysse, ne cherchèrent même pas à dissimuler leur amusement. « Voilà donc le milliardaire dont tu nous as tant parlé, La Fontaine,
tonna le chef Orlan, la voix dégoulinante de sarcasme. Ce mendiant, celui qui va transformer notre village. Le chef Néo ajouta, se tapant sur la cuisse, celui qui va construire des routes et amener des investisseurs. Les rires du chef Ulysse furent les plus forts. La Fontaine, tu nous as menti. Tu as trompé tout le conseil juste pour devenir président. Ton fils n'est rien d'autre qu'un pauvre type ordinaire. Le visage du chef de La Fontaine devint cireux. Ses mains tremblèrent. Pour un homme qui avait bâti toute sa réputation sur le succès de son fils, c'était pire que la mort, c'était une exécution publique. Jérôme s'avança, les bras tendus. « Papa, s'il te plaît. Ne me touche pas !» La voix du chef de La Fontaine craqua comme le tonnerre. Il trébucha en arrière, les yeux exorbités par la fureur et la honte. « Ne t'avise pas de m'approcher. » Marguerite sanglotait ouvertement maintenant, son corps secoué de tremblements. Adèle et Camille détournèrent le regard, incapables de regarder leur frère. Les villageois commencèrent à se disperser, leurs rires résonnant sur la place. Certains secouaient la tête avec pitié. D'autres chuchotaient avec excitation, préparant déjà comment ils allaient répandre la nouvelle. La banderole souhaitant la bienvenue à Jérôme flottait, moqueuse, dans la brise. Un par un, les gens s'en allèrent. Les oncles à qui Jérôme avait envoyé de l'argent pour des frais médicaux, les cousins dont il avait payé la scolarité, les voisins dont il avait financé les commerces. Ils s'éloignèrent tous, le visage tordu par le dégoût ou la satisfaction, selon à quel point ils avaient envié la fierté du chef de La Fontaine. Jérôme resta seul sur la place tandis que sa famille se dirigeait vers leurs concessions sans lui. Sa mère se retourna une fois, son visage déchiré entre l'amour et la déception, mais elle continua à marcher. Le soleil tapait sans pitié. La poussière rouge collait aux vêtements déchirés de Jérôme, et pour la première fois depuis le début de son plan, le doute s'insinua dans son cœur. Pendant 3 jours, le chef de La Fontaine ne quitta pas sa maison. Il resta assis dans son salon, celui avec les carreaux italiens et les meubles en cuir que l'argent de Jérôme avait payés, et il fixa le vide. Sa poitrine lui semblait creuse. Sa fierté, cette chose qu'il avait chérie et polie pendant des années, gisait en ruine. Les villageois passaient devant sa concession et chuchotaient. Certains riaient ouvertement. Les enfants chantaient des chansons moqueuses. Le fils du chef de La Fontaine, le fils de l'homme pauvre, est rentré avec pour seul bagage la honte. Le 3e jour, le chef de La Fontaine explosa. Il fit irruption dans la petite chambre d'amis où Jérôme dormait, ses propres parents lui ayant refusé l'accès à la maison principale, et la rage qui s'échappa de lui fut volcanique. « Toi, le doigt du chef de La Fontaine tremblait en le pointant, tu m'as détruit. Comprends-tu ce que tu as fait ?» Jérôme était assis au bord du lit, calme, trop calme. Cela ne fit qu'attiser la fureur de son père. « Je me suis vanté de toi. J'ai dit à tout le monde, que tu étais milliardaire, que tu sauverais ce village, et c'est pour cela qu'il voulait me nommer président. » Sa voix se brisa. « Mais tu es revenu, ressemblant à un rat des rues. Tu as couvert cette famille de honte, de déshonneur. Sais-tu comment il rit de moi, maintenant? Sais-tu comment il m'appelle ?» Marguerite apparut sur le seuil, le visage tiré et fatigué. « La Fontaine, je t'en prie. Tais-toi, femme. » Il fit volte-face vers elle, puis revint à Jérôme. « Les anciens allaient me donner le titre de président à cause de toi, parce que je leur avais promis que mon fils transformerait ce village. Mais toi, tu es revenu comme un rien, un pauvre, une honte. » La mâchoire de Jérôme se serra, mais il ne dit rien. « Je ne peux plus me montrer dans ce village. » La voix du chef de La Fontaine se brisa, devenant quelque chose de brut et de blessé. « Ils rient de moi. Ils me traitent de menteur. Ils disent que je les ai trompés pour obtenir le titre de président. Tu as tout ruiné. » Marguerite s'avança, la voix douce. « La Fontaine, c'est toujours notre fils. Un fils qui apporte la honte n'est plus mon fils. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, tranchants et irrévocables. Jérôme se leva lentement. Sa voix était basse, mais elle portait du poids. « Je suis désolé, papa. Je ne voulais pas. Sors de ma vue. » Une semaine s'écoula comme une lente agonie. Jérôme tenta de se reconstruire. Il approcha son père un soir, la voix humble. « Papa, je dois repartir de zéro. Peux-tu me prêter un peu d'argent? Juste une petite somme. »
Je te rembourserai. Le chef de La Fontaine le regarda comme s'il était un déchet. De l'argent. Tu crois que j'ai de l'argent à gaspiller pour un bon à rien comme toi? Tu portes la poisse, Jérôme. La poisse. Je n'ai rien pour toi. Il se tourna vers Marguerite, qui s'apprêtait à servir de la nourriture à Jérôme. Ne t'avise pas de cuisiner pour ce fil inutile. Il l'a cherché. Qu'il souffre. Les mains de Marguerite se figèrent au-dessus de la marmite. Elle regarda son fils, les yeux embués de larmes, mais ne dit rien. La peur de la colère de son mari la réduisit au silence. Adèle et Camille se montrèrent plus gentilles, mais leur gentillesse était teintée de déception. Elles lui parlaient à voix basse, attentionnées à ne pas se faire entendre de leur père. « Nous ne t'en voulons pas, » dit Adèle une nuit, la voix triste. « Mais tu nous avais promis de nous faire venir à l'étranger. Nous avions des projets, Jérôme. Des rêves. » Camille acquiesça, les yeux baissés. Maintenant, ses rêves sont envolés. Jérôme sentit le poids de leur déception comme des pierres sur sa poitrine. Partout où il allait dans le village, les gens se moquaient de lui. Ils le montraient du doigt et chuchotaient. Certains riaient ouvertement. Des enfants le suivaient, chantonnant, « Le fils pauvre de l'homme fier, le fils pauvre de l'homme fier ». L'étiquette collait comme du goudron. Il se rendit dans les concessions de ses proches, ces mêmes personnes dont il avait payé la scolarité des enfants, réglé les frais d'hôpital, financé les commerces. Il ne demandait même pas d'argent. Il voulait seulement parler, être traité comme un être humain. Sa tante Nora, dont la fille était devenue infirmière grâce au parrainage de Jérôme, lui jeta de l'eau sale lorsqu'il s'approcha de sa porte. « Ne reviens jamais ici pour mendier, » hurla-t-elle, le visage déformé par le mépris. « Nous n'avons rien pour toi. Va donc gagner ton argent comme tout le monde. » L'eau trempa ses vêtements déjà usés. Des voisins se rassemblèrent pour regarder, certains riaient, d'autres secouaient la tête. Jérôme s'éloigna lentement, l'eau dégoulinant de ses cheveux, le cœur plus lourd encore que le tissu trempé qui collait à sa peau. Cette nuit-là, seul dans la petite chambre d'amis, Jérôme s'assit au bord du lit et laissa le poids de tout cela l'envahir. C'était la vérité qu'il était venu chercher. La vérité qu'il n'aurait jamais vue s'il était revenu en milliardaire, avec des voitures, des cadeaux et de l'argent à distribuer. Tout le monde aurait souri. Tout le monde l'aurait embrassé. Tout le monde aurait faim de l'aimer. Mais maintenant il voyait leur vrai visage. Ces mêmes personnes qui l'avaient aidé, qui avaient bénéficié de sa générosité, lui avaient tourné le dos dès l'instant où il semblait n'avoir rien. Même son propre père, l'homme qui l'avait élevé, l'avait rejeté par orgueil, par honte, parce que la pauvreté de Jérôme avait terni l'image que le chef de La Fontaine avait construite. Cela faisait mal, mon Dieu. Cela faisait plus mal que Jérôme ne l'avait anticipé. Mais c'était la vérité, et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, valait mieux qu'un mensonge à vivre. La réunion des anciens 2 semaines plus tard fut brutale. Le chef de La Fontaine siégeait parmi le conseil, la tête basse, l'esprit brisé. Les autres chefs ne retinrent pas leur coup. « Tu nous avais promis que ton fils apporterait la richesse à ce village », tonna la voix du chef Orlan. « Tu nous as menti, La Fontaine. Tu nous as trompés juste pour devenir président. Tu es une honte. » Le chef Néo ajouta, « Tu crois nous avoir bernés avec tes mensonges. Ton fils est revenu pauvre, inutile. » Le chef Ulysse se pencha, la voix dégoulinante de mépris. « Tu n'es rien d'autre qu'un bouc fier, La Fontaine, un bouc fier qui se croyait supérieur à tout le monde. » Les mots transpercèrent le chef de La Fontaine comme des couteaux. Il essaya de parler, de se défendre, mais la honte était trop lourde. Il se leva brusquement et sortit, les rires des anciens le suivant comme des fantômes. Quand il rentra chez lui, sa rage fut incontrôlable. « Ils m'ont traité de bouc fier », rugit-il en arpentant le salon. « Un bouc fier. À cause de toi. À cause de ton fils inutile, Marguerite. » Marguerite tenta de le calmer, mais il était au-delà de la raison. « Je devrais me tuer », hurla-t-il, la voix brisée. « Je devrais mourir plutôt que de vivre dans cette honte. » Jérôme observait depuis l'embrasure de la porte, le visage inexpressif. Il ne dit rien. Il ne se défendit pas. Il se contenta de regarder son père se défaire. Marguerite se tourna vers lui, sa propre colère débordant enfin. « Après tout ce que ton père a fait pour toi, voilà comment tu le remercies.
en couvrant cette famille de honte. Le silence de Jérôme fut réponse suffisante. La faim tordait les entrailles de Jérôme l'après-midi suivant. Il n'avait pas d'argent, pas de nourriture, et personne ne voulait l'aider. Il se rendit à la petite boutique en bordure du village, espérant acheter quelque chose à crédit. La tenancière, une femme ronde nommée Maman Élise, le regarda avec dédain. « À crédit. Tu me prends pour une idiote. Espèce de pauvre. Tu crois que je vais te donner à manger sans que tu ne paies. » Des gens s'attroupèrent, riant. Jérôme resta là, humilié, l'estomac noué par la faim et la honte. Puis une voix coupa le bruit. « Je paierai pour lui. » Jérôme se retourna. Une jeune femme se tenait là, le visage bienveillant, les yeux chaleureux. Elle portait une robe simple, et son sourire fut la première chose sincère que Jérôme vit depuis son retour. Stéphanie. Jérôme se souvenait d'elle vaguement. Elle était plus jeune que lui, mais du village. Elle paya sa nourriture et marcha avec lui. Mon frère Charles était l'un de ceux que tu as parrainés. Il est instituteur aujourd'hui grâce à toi. Je voulais te remercier depuis des années, mais je n'étais pas là quand tu es parti. Jérôme sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. De la gratitude. Une vraie gratitude. Pas transactionnelle, pas conditionnelle. Ils parlèrent pendant des heures. Stéphanie se fichait qu'il ait l'air pauvre. Elle le voyait, lui, le vrai lui, et cela lui suffisait. Ils commencèrent à passer du temps ensemble. Lentement, prudemment, quelque chose naquit entre eux. Mais le village n'approuvait pas. Les amis de Stéphanie se moquaient d'elle. « Tu sors avec ce pauvre type. Tu es folle. » Son père, un homme austère nommé Monsieur Lambert, l'a mis en garde. « Reste loin de cette honte. Ce garçon porte la poisse. » Quand Jérôme se présenta à la concession des Lambert un soir, sa mère lui jeta de l'eau sale du balcon. « Va-t'en. Nous ne te voulons pas ici. » Mais Stéphanie ne vacilla pas. Elle resta à ses côtés même quand les moqueries s'intensifièrent, même quand sa propre réputation en pâtit. « Je crois en toi, » lui dit-elle un soir, sa main dans la sienne. « Je me fiche de ce qu'ils disent. » La mère de Jérôme, Marguerite, lui rendit visite tard dans la nuit. Elle apporta de la nourriture emballée dans un sac plastique et 30 000 néras, toutes ses économies. « Pourquoi as-tu choisi de déshonorer notre famille ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Pourquoi, Jérôme ?» Jérôme voulut lui dire la vérité. Il voulut expliquer le test, le plan, la raison, mais il ne le pouvait pas. « Pas encore. La vie est ainsi, maman, dit-il doucement. Je suis désolé. » Marguerite lui pressa l'argent dans la main. « Je sais que tu es mon fils, et quoi qu'il arrive, je t'aime. Mais cela tue ton père. Cela nous tue tous. » La gorge de Jérôme se serra. « Merci, maman. » Elle embrassa son front et partit, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. L'humiliation finale survint quand les anciens découvrirent que Jérôme travaillait sur un chantier de construction. Pas n'importe quel chantier, celui d'un immense manoir en construction à la lisière du village. On avait vu Jérôme porter des briques, mélanger du ciment, travailler sous le soleil brûlant comme un simple manœuvre. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les anciens rirent. Les villageois rirent. Le chef de la fontaine, déjà brisé, se fracassa complètement. Il affronta Jérôme sur la place du village, la voix rauque. « Tu travailles comme manœuvre. Un manœuvre. Après tout ce que j'ai fait pour toi. » Jérôme ne dit rien. « Ne reviens plus chez moi », la voix du chef de la fontaine se brisa. « La maison que j'ai construite avec l'argent que tu m'as donné. Tu n'y es plus le bienvenu. » Marguerite tenta de supplier, mais le chef de la fontaine était au-delà de toute raison. « Il est mort pour moi. » Ce que le village ignorait, c'est que le manoir sur lequel Jérôme travaillait lui appartenait. Il était presque terminé, un domaine luxueux et vaste qui éclipsait même la maison du chef de la fontaine. Jérôme dormait dans l'une des pièces finies, gardant le secret jalousement enfermé. Un soir, Stéphanie lui rendit visite là-bas. Elle le trouva dans ce qui semblait être une pièce inachevée, et son cœur se brisa. « Jérôme, tu n'as pas à vivre ainsi. » « Stéphanie, » l'interrompit-il, la voix grave. « Je dois te dire quelque chose. » Il sortit son téléphone et ouvrit son application bancaire. Le chiffre à l'écran était sidérant.
500 millions de Naira sur un seul compte. Les yeux de Stéphanie s'écarquillèrent. Quoi, qu'est-ce que c'est? Je ne suis pas pauvre, dit Jérôme doucement. Je ne l'ai jamais été. Je suis revenu pour tester ma famille, pour voir qui m'aimait vraiment pour moi, et qui n'aimait que ce que je pouvais leur donner. Stéphanie s'assit lentement, l'esprit en ébullition. Tu veux dire que tout cela était un plan? Oui. Et j'ai vu tout ce que je devais voir. Sa voix était lourde de douleur. Mais je t'ai vu, toi aussi. Tu as été la seule à rester à mes côtés quand je n'avais rien. La seule. Il prit sa main. Je veux t'épouser, Stéphanie. Et je veux le faire lors du plus grand mariage que ce village ait jamais vu. Ce sera alors que je révélerai tout. Les yeux de Stéphanie s'emplirent de larmes. Des larmes de choc, de soulagement, d'amour. Jérôme, veux-tu garder ce secret, juste un peu plus longtemps? Elle hocha la tête, lui serrant la main. Oui. Oui, je le veux. Quand Stéphanie parla du mariage à ses parents, ils furent furieux. Tu veux épouser ce pauvre type, tonna son père. Il passera sur mon cadavre. S'il vient à la maison, nous le battrons, ajouta sa mère. Les amis de Stéphanie rirent quand elle évoqua ses projets de mariage. Certaines acceptèrent les robes de mariée gratuites qu'elle proposait, mais seulement par pitié pour elle. Quand Jérôme en parla à ses parents, la réaction fut pire encore. Te marier. Avec quel argent? Rit amèrement le chef de La Fontaine. Tu n'as rien, Jérôme. Cesse de nous déshonorer davantage. Jérôme leur tendit des tenues de mariage assorties, des costumes sur mesure coûteux. Je veux que vous soyez là, papa. Tous les deux. Le chef de La Fontaine jeta les vêtements par terre. Je n'irai pas te regarder déshonorer à nouveau cette famille. Nous en avons assez vu. Le jour du mariage arriva comme une tempête que personne n'avait vu venir. Des convois de SUV déferlèrent sur Imbre, des G-wagons, des Range Rover, des Mercedes, chacun étincelant et luxueux, le genre de voiture que le village n'avait vu qu'à la télévision. Des hommes et des femmes riches en descendirent, vêtus de vêtements de créateurs, leur présence imposante et surréelle. Les villageois interrompirent leurs activités, bouche bée. Le convoi se dirigea droit vers le lieu de la cérémonie, un immense chapiteau dressé près du manoir de Jérôme. Les décorations étaient extravagantes. La nourriture était assurée par des traiteurs professionnels. Tout criait la richesse et le pouvoir. Et puis Jérôme descendit de la voiture de tête. Il portait un costume blanc sur mesure qui lui allait à la perfection. Ses cheveux étaient fraîchement coupés. Ses chaussures étaient en cuir italien. Il ressemblait à un prince. Le village resta figé de stupeur. Les parents de Stéphanie étaient sans voix. Son père ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. La mère de Jérôme, Marguerite, eut un sanglot, la main sur la poitrine. Adèle et Camille hurlèrent, se tenant l'une l'autre. La nouvelle se propagea comme l'éclair. En quelques minutes, les anciens furent informés. Le chef de La Fontaine fut informé, et ils accoururent tous. Mais lorsqu'ils atteignirent le lieu, la sécurité les arrêta à la grille. Seuls les invités sont autorisés à entrer, dit fermement le garde. Le chef de La Fontaine se fraya un chemin, la voix désespérée. C'est mon fils. Laissez-moi entrer. Jérôme. Jérôme. Mais Jérôme avait donné des instructions strictes. Seuls ceux qui l'avaient soutenu, les rares qui lui avaient témoigné de la bonté, étaient autorisés à entrer. Les autres, y compris les anciens et son père, restèrent dehors, regardant à travers les grilles comme des mendiants à un festin. Les parents de Stéphanie s'excusèrent frénétiquement, mais Jérôme ne les reconnut pas. Il paya la dot, 10 millions de Naira, et apporta des cadeaux supplémentaires valant des millions. Le mariage fut célébré avec faste et joie. Quand ce fut terminé, Jérôme demanda à Stéphanie de faire ses bagages. Nous partons. Il invita aussi sa mère et ses sœurs. Venez avec moi. Le manoir est à vous, maman. Vous pouvez y rester ou venir en ville quand vous voulez. Marguerite pleura, étreignant son fils. Adèle et Camille firent leurs valises, le visage rayonnant d'incrédulité et de joie. Nous partons à l'étranger, chuchota Camille. Oui, dit Jérôme. Tout ce que je vous ai promis, je vais le réaliser. Dehors, la voix du chef de La Fontaine se brisa en appelant son fils. Jérôme, s'il te plaît, laisse-moi entrer.
Laisse-moi m'expliquer. Mais Jérôme ne se retourna pas. Il marcha vers sa voiture avec Stéphanie, sa mère et ses sœurs. Le convoi se préparait à partir. Avant de s'éloigner, Jérôme invita les anciens et son père à entrer dans le manoir. Ils pénétrèrent à l'intérieur, le visage mêlant espoir et honte. Jérôme se tenait dans le grand salon, la voix calme mais tranchante. Je voulais investir dans ce village. Je voulais construire des écoles, des routes, des hôpitaux. Je voulais faire d'Imbre un phare de progrès. Les anciens écoutaient, tête baissée. Mais vous m'avez appris quelque chose, poursuivit Jérôme. Vous m'avez appris que les gens ne vous valorisent que lorsque vous avez quelque chose à offrir. Vous vous êtes moqué de moi. Vous avez ri de moi. Vous m'avez tourné le dos quand vous pensiez que j'étais pauvre. Il se tourna vers son père. Et toi, papa, tu m'as rejeté parce que j'ai blessé ton orgueil. Tu tenais plus à ta réputation qu'à ton propre fils. Tu voulais tellement impressionner ces hommes que tu as oublié ce qu'était la famille. Le visage du chef de La Fontaine s'effondra. Des larmes ruisselèrent sur ses joues. Jérôme, je suis désolé. Je pars, dit Jérôme. Et je ne reviendrai pas. Ce village peut rester exactement tel qu'il est. Il se tourna vers sa mère, la voix s'adoucissant. Maman, merci. Tu as été la seule à rester à mes côtés. Ce manoir est à toi. Les clés, le titre de propriété, tout est à toi. Et Adèle, Camille, faites vos bagages. Vous partez à l'étranger comme je l'avais promis. Ses sœurs l'embrassèrent, pleurant de joie. Jérôme regarda Stéphanie, sa femme, et sourit. Et toi, merci d'avoir cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. Il se retourna vers les anciens et son père. Maintenant, s'il vous plaît, partez. Je n'ai plus rien à vous dire. Ils sortirent en silence, la tête basse de honte. Une semaine plus tard, le village bruissait encore de l'histoire du mariage de Jérôme. Le chef de La Fontaine ne quittait pas sa maison. La honte était trop grande. Les villageois chuchotaient sur lui, non plus avec des rires, mais avec pitié. Il avait utilisé son orgueil pour détruire sa famille. Sa femme était en ville, vivant dans le manoir que Jérôme lui avait offert. Ses filles étaient à l'étranger, vivant les rêves qu'il avait autrefois moqués, et son fils, son unique fils, était parti, pour ne jamais revenir. Le titre de président pour lequel il s'était embattu lui semblait désormais dénué de sens, vide, inutile. Il restait assis dans son salon, seul, fixant le vide. La maison était silencieuse. La fierté qui l'avait autrefois emplie avait disparu, remplacée par un vide étouffant. Chaque matin, le chef de La Fontaine se réveillait en espérant que tout cela n'était qu'un cauchemar, mais les pièces vides lui rappelaient la réalité. Le châle de Marguerite ne traînait plus sur le fauteuil. Le rire d'Adèle ne résonnait plus dans la cuisine. Le chant de Camille ne flottait plus dans les couloirs. La maison que l'argent de Jérôme avait construite, la maison qui avait été le symbole de la fierté du chef de La Fontaine, ressemblait maintenant à un tombeau. Les autres chefs ne le saluaient plus. Ils passaient devant sa concession sans un mot, leur silence plus accablant que toute insulte. Le titre de président ne lui fut jamais officiellement remis. Les anciens s'étaient réunis et avaient discrètement décidé de le donner au chef Orlan à la place. Personne n'informa directement le chef de La Fontaine. Il cessa simplement d'être invité aux réunions. Ses proches l'évitaient aussi. Ces mêmes personnes qui se rassemblaient autrefois chez lui pour la moindre célébration trouvaient maintenant des excuses pour ne pas venir. Même la tante Nora, qui avait jeté de l'eau sur Jérôme, gardait ses distances. Peut-être se sentait-elle coupable. Peut-être n'avait-elle tout simplement plus d'utilité pour un homme que sa famille avait abandonné. Le chef de La Fontaine essaya d'appeler Marguerite. Elle répondit les premières fois, la voix polie mais distante. Elle lui parla du manoir, des sols en marbre, des lustres, du jardin avec des fleurs qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Elle lui dit qu'Adèle et Camille étaient parties pour Londres, que Jérôme les avait inscrites à l'université, qu'elle se faisait déjà des amis et envoyait des photos. « Tu peux venir visiter », dit Marguerite une fois, la voix prudente, Jérôme l'a dit. « La maison est à moi. Tu es toujours mon mari. » Mais le chef de La Fontaine ne put se résoudre à y aller. Comment aurait-il pu entrer dans ce manoir, celui que Jérôme avait construit avec son propre argent, celui dont le chef de La Fontaine ignorait l'existence, et affronter son fils? Comment aurait-il pu mendier le pardon quand son orgueil avait été la chose même qui les avait détruits? Il essaya d'appeler Jérôme directement. La première fois, Jérôme ne répondit pas.
La deuxième fois, l'appel passa directement sur la messagerie. À la 5e tentative, le chef de La Fontaine comprit que son fils avait bloqué son numéro. La nuit, seul dans la grande maison, le chef de La Fontaine revécut chaque instant. Il se vit reculer quand Jérôme tenta de l'embrasser. Il entendit sa propre voix crier « Ne me touche pas ». Il se rappela avoir traité son fils de honte, de poisse, d'inutile. Il se rappela l'avoir chassé de la maison que Jérôme avait payée. Le regret était une chose vivante, le dévorant de l'intérieur. Un soir, alors que le chef de La Fontaine était assis sur sa véranda à regarder le coucher de soleil, un groupe de jeunes garçons courut devant. Ils riaient, chantant une nouvelle chanson devenue populaire au village. Le chef de La Fontaine, le bouc fier, a perdu sa famille pour sauver son titre. Maintenant il reste seul avec son orgueil pendant que ses enfants s'envolent de l'autre côté. Les garçons ne le virent pas assis là dans l'ombre. Mais le chef de La Fontaine entendit chaque mot, et pour la première fois depuis le départ de Jérôme, il pleura. Il s'était vanté d'une famille qui n'existait plus. Il avait tout perdu de ce qui comptait, et à la fin, l'orgueil avait causé sa perte. Loin de là, en ville, Jérôme était assis avec Stéphanie sur le balcon de leur pentouse. La skyline de Lagos s'étendait devant eux, étincelante et vivante. « Regrettes-tu de les avoir testés ainsi ?» demanda doucement Stéphanie. Jérôme resta silencieux un long moment. « Non. Cela a fait mal. Mais j'avais besoin de voir la vérité. » Il serra sa main. « Et je t'ai trouvé, toi. Cela en valait la peine. » Stéphanie sourit, posant la tête sur son épaule. Au village, le chef de La Fontaine était assis dans sa maison vide, brisé par le poids de son orgueil. En ville, Jérôme de La Fontaine était assis avec sa femme, libre enfin. Le test était terminé, et la vérité, aussi douloureuse fût-elle, l'avait libéré. Si cette histoire t'a ému, dépose un petit cœur jaune dans les commentaires. Et surtout, rappelle-toi, ta meilleure amie a encore plein de récits à te partager. Alors abonne-toi, reste tout près, et on se retrouve très vite. D'ici là, reste douce, reste authentique, et reste ma meilleure amie. Car tu le sais, une vraie meilleure amie n'est jamais à court d'histoire.